Bonjour. Bonjour. Alors, comme on avait prévu, aujourd'hui on se retrouve pour aborder du coup la notion de temps en philosophie, notion que l'on a déjà abordée ensemble mais que l'on revoit évidemment pour tes révisions du bac blanc. Alors, est-ce que tu peux déjà me définir le temps de manière assez générale? Est-ce que tu pourrais poser les mots sur cette notion assez générale qu'est le temps? Est-ce que c'est une unité de mesure? Est-ce que c'est un concept? Qu'est-ce que le temps? Euh, Déjà, le temps de base, c'est une unité de mesure qui nous permet en fait, juste le temps déjà, ça passe par l'heure, Oui, et ce qui nous permet donc de nous repérer dans la journée. oui. C'est aussi un concept. On parle de temps et il est caractérisé par on dit que le temps, on parle de temps quand il y a un changement. C'est caractérisé par le changement. Exactement ça, c'était ce qu'on avait vu avec Aristote. En tout Oui. cas, c'est vrai que il peut être appréhendé de plusieurs façons. Mm. Donc, c'est bien, tu as bien retenu toutes les notions un petit peu qu'on avait vues. En tout cas, on avait vu comme une expérience subjective, une structure de la conscience. On avait vu que c'était une création parfois, une donnée ontologique, une condition de l'expérience, etc. Donc Mm. on avait vu plein de choses par rapport au temps et on avait vu plein de façons de le définir. Parfois c'était quelque chose de vrai, de véridique. Parfois c'était plus une conception, donc une création de l'esprit humain. Parfois simplement une unité de mesure. Parfois c'était juste la façon de nous rendre compte des changements du monde, etc. Mm. Ok, très bien. Donc on va commencer tout simplement par l'expérience du temps et on va voir Aristote, Hobbes, Yankelevitch et Kant. Donc un petit peu l'expérience du temps, comment les êtres humains finalement, enfin les hommes quoi, perçoivent le temps selon le courant philosophique, l'époque, etc., etc. Mm. Nous, on avait vu pour commencer Aristote dans la physique et il définit le temps comme le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Ça, normalement, ça devrait te revenir. Oui. Donc le temps est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire antérieur et postérieur? L'antérieur, ça caractérise le passé et le postérieur, du coup, c'est l'après, l'avant et Voilà, l'après. c'est ça. C'est l'avant et l'après, tout simplement. Donc pour Aristote, le temps est indissociable du mouvement, mais c'est pas tout, du mouvement et de l'ordre des changements dans le monde physique. Donc finalement, le temps ne saurait exister sans un être capable de le percevoir. Le temps ne saurait exister sans un être capable de le percevoir. Donc, c'est finalement notre façon de nous rendre compte des changements, de pouvoir mesurer les changements, de pouvoir déterminer de manière horizontale l'avant et l'après qui fait que le temps existe. Donc, le temps suppose une relation avec l'âme qui mesure ses successions. Autrement dit, l'âme humaine. Donc, cette approche, elle lie le temps à l'expérience sensorielle et à la perception du changement. Mm. Donc, le temps est intrinsèquement relié à la perception humaine du changement et à l'expérience sensorielle. Donc finalement, le temps ne serait qu'une unité de mesure pour les hommes qui se rendent compte finalement des changements du temps, de ce qu'on avait appelé les mouvements et qui est capable de manière horizontale de classer ces mouvements, de classer finalement l'avant, l'après, etc., l'antériorité et la postériorité. Et Oui. on avait vu Hobbes ensuite, et avec Hobbes, on avait parlé de tout ce qui était succession. Est-ce que ça te revient?
Euh, oui, comme quoi c'était pas pareil qu'un autre. On avait comparé un autre. J'ai oublié c'est quoi qu'on avait comparé. La succession et la simultanéité? Oui. Ouais, c'est ça. Exact. Alors, du coup, Hobbes, il perçoit le temps comme une succession d'instants. Finalement, ça rejoint un peu Aristote. Le temps comme une succession d'instants, tout simplement. Hobbes, il adopte une perspective assez mécaniste et empiriste du temps. Donc, il va considérer que le temps est une représentation mentale d'une succession d'instants. Donc, autrement dit, la théorie de la succession. Encore une fois, comme avec Aristote, on est sur une droite horizontale et tout simplement, l'esprit humain va être capable de classer chaque événement les uns après les autres sur cette droite horizontale qui est tout simplement le temps. Donc le temps n'est qu'une représentation mentale de cette succession. L'être humain va se représenter cette droite-là avec l'avant, l'après, et il va pouvoir placer toutes les successions, tous les changements. Donc c'est bien une représentation mentale. Ben, c'est loin d'être une réalité indépendante, le temps. Pour Hobbes, c'est une construction intellectuelle. Mm. Donc ça rejoint pas mal Aristote. Et ça permet un petit peu d'ordonner les événements, de savoir quel événement est arrivé avant, après. Ça me Mm. semble assez logique. Du coup, ça voulait dire qu'il y avait une distinction entre l'avant et l'après. Et la simultanéité, du coup, qu'est-ce que c'est? Du coup, la simultanéité, c'est des instants non séparés, c'est tout est fait en même temps. Voilà, c'est ça. Ce qu'il n'y a plus de droite, c'est juste que c'est un point où tous les événements sont pris en compte et on ne sait pas trop s'il se passe avant ou après. On Mm. pourrait croire qu'ils sont tous en même temps. Ça, c'est la simultanéité. Du coup, Hobbes, il perçoit pas le temps comme ça, mais il perçoit le temps comme une succession, et non comme une simultanéité. Ce qui en fait semble plutôt logique. Ok, très bien. Est-ce que tu as des questions? Non, ça va. Alors, l'expérience du temps. On continue avec cette rubrique et on va enchaîner avec Yankelevitch. Et lui, c'est l'insaisissabilité du temps. Alors, l'insaisissabilité du temps, tout simplement, Vladimir Yankelevitch, dans son ouvrage L'irréversible et la nostalgie, il va mettre en avant un petit peu le caractère insaisissable du temps. Je reviens juste sur ce que ça veut dire, j'écris juste le nom de l'œuvre. L'irréversible et la nostalgie met en avant le caractère insaisissable du temps. Donc, plus concrètement, il va distinguer trois dimensions temporelles. Mm. Je crois pas qu'on l'ait déjà vu ensemble, mais du coup, ça sera déjà plus, pas encore, présent, évanescent. Bon. Ok, déjà plus, du coup, ça serait le passé, pas Mm. encore le futur, ce qui ne s'est pas encore passé, et le présent évanescent, ça serait tout simplement là maintenant, enfin le présent quoi. Déjà Oh. plus passé, pas encore futur, présent évanescent, présent. Et ce sont les trois dimensions temporelles finalement théorisées par Yankelevitch dans son ouvrage L'irréversible et la nostalgie. Bon. Finalement, selon lui, le temps est assez paradoxal, assez insaisissable et comme le dit le nom de son œuvre, irréversible. Mm. Donc, finalement, ça le rend profondément mystérieux et fuyant pour la conscience humaine.
Bon, en tout cas, c'est assez insaisissable. Et même s'il distingue trois dimensions temporelles, en réalité, il ne saurait les délimiter de manière assez précise. Pour lui, ça resterait assez mystérieux et le temps serait un petit peu plus une perception. On avait notamment vu un exemple quand on fait quelque chose qui nous plaît, lorsqu'on s'amuse, le temps semble passer plus vite. Et lorsqu'on s'ennuie, bah, le temps passe plus lentement. Ensuite, on s'était surtout intéressé à Kant. Est-ce que tu te souviens un petit peu? On avait vu le temps comme une forme a priori. Et on l'avait vu dans la critique de la raison pure. Ah oui, comme quoi il y avait deux sens il voyait deux sens du temps. Lesquels? Ben, comme quoi il y avait un sens externe et un sens interne, non? Hmm. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport au sens externe et au sens interne? Euh, Comme quoi le temps, il était sens externe, c'est plus le temps considéré comme l'espace. Mhm. Du coup, c'est notre perception. Du coup, c'est donc l'idée du temps, elle est comparée à l'espace, alors que dans le sens interne, c'est le temps, comment il nous apparaît, nous, à notre temps propre à nous. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Mais oui, c'est ça, il y aurait le temps. Est-ce que l'on part du principe que c'est une succession d'événements, du coup, donc comme l'espace, donc il faisait une comparaison à l'espace, ou est-ce que c'est directement lié à notre perception, etc. Et du coup, ça serait plus une forme intérieure. Mm, Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, dans Critique de la raison pure, Kant, il affirme que le temps, c'est pas réellement objectif. En tout mm, cas, pour lui, ce n'est pas du tout une réalité objective, c'est une forme a priori de la sensibilité. Donc c'est intrinsèquement lié à notre esprit, à nos perceptions, à la façon dont on voit le monde. C'est propre à l'homme, ça serait une création de l'homme. Donc il structure notre expérience du monde en organisant des phénomènes selon une succession ordonnée. mm. Voilà. Donc, structure de l'expérience en organisant des phénomènes selon une succession. Du coup, par rapport à l'espace, le temps comme l'espace, c'est une condition nécessaire de toute perception et non une substance en soi. C'est-à-dire que c'est pas une réalité purement objective, mais ça fait partie de la réalité de l'homme, donc une réalité subjective qui nous permettrait de nous rendre compte du monde, du temps, etc. Ou du Mm. moins d'avoir des perceptions. Ok. Ok, très bien. Ensuite, je te propose qu'on voit du temps à l'être. Donc la perception du temps en soi, c'est un petit peu tout le temps la même chose. Il faut retenir que c'est directement lié à la perception de l'homme, du moins pour tous les auteurs qu'on a vus, que ça nous permet de nous rendre compte de changements et que très souvent, ça se distingue entre le passé et le futur. Mm. Donc l'avant et l'après. Ensuite, on a du temps à l'être. Là, on va s'intéresser à Nietzsche, qu'on a déjà vu un petit peu. Gusdorf, qu'on n'a pas du tout vu. Avicenne, j'ai dit quelques mots. Platon et Hegel, on les a vus ensemble. On va commencer par Nietzsche. Ok, alors Nietzsche,
Nietzsche, on l'a beaucoup, beaucoup vu et je sais qu'on l'a vu récemment, il y a peut-être 2 jours, avant-hier, je t'avais dit, tu te souviens quand on avait vu ça avec Nietzsche, tu sais, c'était cette notion de temps assez circulaire. Oui, comme un cycle. En fait, Voilà, c'est comme un cycle. exactement. Oui. Et là, je t'avais dit, c'est parce que nous, on a une vie assez limitée par rapport à l'échelle de la vie du monde. Et c'est pour ça qu'on avait l'impression que c'était linéaire, comme avec les autres philosophes qu'on a vus à l'instant. Et que pour Nietzsche, si on dégrossit, on dégrossit, on dégrossit, en réalité, le temps est une boucle. On Mm. a repris cet exemple de la Terre qui était plate et ronde. On a l'impression qu'elle est plate parce qu'on est tout petit, mais quand on va dans l'espace, ben, on se rend compte qu'elle est ronde. Et Oui. donc, du coup, c'est exactement la vision du temps de Nietzsche. Mm. Donc l'éternel retour et la critique du temps linéaire. Le temps linéaire, c'est tout ce qu'on a vu ici avec Aristote, Hobbes, Yankelevitch et Kant. Donc tout ça, c'était des temps linéaires. Donc lui, il en parle dans Ainsi parler Zarathustra. Bon, et il introduit le concept de retour éternel. Mm. Donc c'est une vision cyclique du temps qui s'oppose à l'idée judéo-chrétienne d'un temps linéaire orienté vers un salut final, etc., vers la mort. Tout simplement, ce n'est qu'une impression humaine, mais en réalité, c'est vrai que quand on y pense, c'est assez cyclique. À chaque personne qui meurt, une nouvelle personne naît, etc., etc. Même les ères, tu sais, il y a des ères glaciaires, des ères tempérées, tout ça, etc. Ça revient finalement, ça fait comme un cycle. Mm. Donc vision cyclique. Donc retiens bien ça, une vision cyclique du temps qui s'oppose à l'idée judéo-chrétienne. Donc il est plus orienté, lui, vers une conception qui engage un rapport actif à l'existence. Donc voilà, Oui. c'est tout ce qui est intéressant. Et ensuite, on a Gusdorf. Lui, il parle un peu plus du temps comme une expérience existentielle. Donc pour Georges Gusdorf, le rôle du temps dans la Constitution est un est un point central dans la constitution de l'individu. Donc pour Gusdorf, le temps, c'est une expérience existentielle qui permet à l'homme de construire son identité à travers Mm. ses souvenirs, à travers ses projets, etc. Euh, du coup, il s'oppose assez aux conceptions purement abstraites du temps. Pour lui, c'est vraiment une dimension du vécu, c'est une dimension de la construction de l'individu, etc. Oui. Finalement, c'est grâce au temps, grâce aux souvenirs, grâce aux expériences que nous nous construisons en tant qu'individus. Mm. Ok. Voilà. Pour lui, c'est pas juste les changements de l'univers qui servent à rien. Alors, ensuite, on a Avicenne. Donc là, je pense que je vais mettre Avicenne. Du coup, donc pour lui, le temps a une relation avec Dieu, avec le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un philosophe médiéval, donc il a plus tendance à faire des liens directs avec Dieu. Du coup, Avicenne, il réfléchit au temps et son lien avec l'éternité divine. Pour lui, le temps, c'est une propriété du monde matériel. Mm. Est-ce que tu vois où il veut en venir? Mm. Simplement, il n'y a que les hommes qui sont mortels et qui connaissent le temps, alors que Dieu, non. Ok. Alors que Dieu, en tant qu'être nécessaire, il est hors du temps. Il ne meurt pas, il ne vieillit pas, il ne connaît pas la maladie, etc. Donc,
Pour Avicenne, le temps est juste une propriété du monde réel, mais il existe un autre espace, un autre, une autre réalité, celle de Dieu, où le temps n'existe pas. Ok. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus sur Avicenne. Ensuite, pour finir cette section de l'être au temps, on va tout simplement parler de Platon. Donc pour Platon, dans Timée, enfin Timée c'est le nom de l'œuvre, il définit le temps comme une image mobile de l'éternité. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça? Le temps, finalement, il est introduit par le démiurge lorsqu'il organise le cosmos. Ouais. Donc ça serait une Mm. organisation euh, du cosmos qui permet au changement de se structurer selon des cycles réguliers. Ok. Voilà. Donc finalement, le temps serait un reflet assez imparfait de Mm. l'éternité des idées. En Ok. gros, il y aurait finalement l'éternité qui serait un mouvement parfait. Et lorsqu'on a donné la vie sur Terre, etc., on aurait créé le temps, du coup, qui serait un défaut de cette éternité-là, pour permettre au changement de se structurer et de créer des cycles. Enfin, voyons Hegel. Donc pour Hegel, le temps est indissociable du développement dialectique de l'esprit. Bon, en gros, l'histoire est la manifestation temporelle du processus par lequel l'esprit s'autoréalise à travers des contradictions successives, enfin, de la dialectique, quoi. Donc, le temps est orienté vers une finalité, l'avènement de la liberté et de la rationalité. Autrement dit, le temps, pour Hegel, n'aurait qu'une seule utilité, permettre à l'humain, et notamment à l'esprit humain, de mettre en place une forme de dialectique, une opposition des idées, afin finalement de parvenir à la liberté. Donc, Mm. ça serait plus l'utilité du temps que ce qu'il est réellement. Oui. Alors, très bien. Ensuite, on va voir du coup notre dernier point au sujet de l'espace et le temps. Là, on va voir Aristote, Bergson, Sartre, Merleau-Ponty et Kant. Bon, Aristote, comme on l'a déjà vu, il associe le temps au mouvement et il le pense en corrélation avec l'espace, puisque le changement d'un corps implique une transformation spatiale. Mm. Donc, par exemple, quand on grandit, on gagne en taille, c'est une réorganisation de l'espace. Bon, l'espace et le temps sont deux dimensions complémentaires de la réalité physique. Il y a une réelle corrélation, l'un fonctionne avec l'autre. Le temps et l'espace sont liés dans la physique, dans la philosophie d'Aristote. Ok. Ensuite, on a Bergson, bah d'ailleurs qu'on a vu hier. Donc pour Bergson, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, c'est le nom de l'œuvre, il va distinguer le temps dit scientifique et le temps vécu. Ça aussi, je pense qu'on l'a déjà vu. Donc, le premier, à savoir le temps physique, c'est une construction spatialisée
qui découpe la durée en instants précis. Ok. Et le temps vécu, c'est ce qu'on appelle la durée. C'est une continuité qualitative et indivisible qui caractérise l'expérience subjective. Donc ça, c'est quand on s'ennuie, le temps est long, et quand on s'amuse, le temps est court. C'est tout simplement ça. Donc ça, je vais te l'écrire, c'est assez important. Le temps scientifique. Donc le temps scientifique, c'est par exemple les heures, quelque chose qui est toujours pareil, indépendamment de nos volontés. Et du coup, et le temps vécu. Donc c'est une critique du temps objectif qui rejoint une vision assez phénoménologique du vécu temporel. Donc autrement dit, le temps ne serait qu'une appréciation. Ok. Ensuite, Sartre, beaucoup plus proche de nous, du coup, le temps et la liberté. Donc, dans l'être et le néant, toujours, que nous voyons tout le temps de Jean-Paul Sartre, il va lier le temps à la structure de la conscience. Donc, pour Sartre, la temporalité, c'est une caractéristique de l'être pour soi, c'est-à-dire de l'homme. Le temps est une construction de l'homme pour l'homme. Donc, la conscience, elle se projette dans le futur tout en se définissant euh, par rapport à son passé. Ça fait du temps un élément central de la liberté humaine. Ouais. Ok. Mm. La conscience se projette dans le futur tout en définissant un rapport à son passé. Ok. Ensuite, Merleau-Ponty, du coup, là, c'est l'expérience du temps et le corps. Tout simplement, il va insister sur l'enracinement du temps dans le corps. Donc, le temps, ça se réduit pas seulement à une construction plutôt abstraite, mais il est vécu à travers nos interactions corporelles avec le monde. Ce qui en soi, Mm. c'est logique. Le vieillissement se voit sur le corps. Oui. Le temps, c'est incarné et perçu dans la continuité de nos gestes, de nos perceptions. Tout simplement, quand nous vivons, nous nous rendons bien compte qu'il y a une succession d'événements, que nous faisons des choses les unes à la suite des autres. Donc voilà un petit peu la définition de Merleau-Ponty. Donc l'expérience du temps et le corps, tout simplement, notre corps se déplace dans l'espace, on évolue, on prend des décisions, on fait des actes et tout ça, euh, une action après l'autre. Donc on est bien forcé de se rendre compte du temps. Mm. Parfois on est fatigué, ok, on va se coucher, on se réveille, c'est le lendemain, etc. Donc il y a une succession dans nos mouvements, dans nos actions et dans nos états. Donc, notre corps évolue à la fois dans l'espace qui l'entoure, mais aussi dans le temps qui passe. Mm. Voilà, Merleau-Ponty, c'est finalement beaucoup plus rationnel. Ensuite, on a Kant pour finir. Du coup, avec Kant, il considère que l'espace et le temps sont des cadres a priori, l'un comme l'autre,
ils se ressemblent, ils sont exactement pareils. C'est quelque chose, c'est une expérience sensible a priori. Donc l'espace, il structure un petit peu notre perception des objets extérieurs, tandis que le temps, il organise la succession des phénomènes. Et cette conception assez transcendante de la temporalité, ça marque une rupture avec les conceptions réalistes du temps comme une entité assez indépendante. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport au temps, etc., etc.? Ouais, ça va. Ah, Hmm. alors, nickel, on va faire un texte, du coup, parce que tu m'as dit que tu n'étais que très peu à l'aise avec les explications. Donc, ici, texte des gueules, du coup, on en a forcément parlé, mais on a un texte des gueules. Je vais te demander de lire, d'essayer de me trouver le thème, la thèse et les arguments. Et ensuite, on développera les arguments ensemble pour faire les parties. Ok. D'accord. Hmm. Lis-le déjà et pose-moi tes questions si tu en as. Ok. Déjà, est-ce que tu vois bien? Oui, oui. Nickel.
Une question. Oui, vas-y, dis-moi. On est d'accord parce que depuis tard, je suis en train de travailler dessus du coup, et il y a plusieurs thèmes dans le texte. Plusieurs thèmes, c'est-à-dire, tu veux dire oui, Parce que là, par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait la conscience, la nature. Il y a plusieurs thèmes du coup, non? bah c'est ça, enfin, Plusieurs pas notions. plusieurs thèmes à proprement parler, mais c'est vrai qu'il va s'intéresser à plusieurs questions. C'est un texte qu'on pourra notamment relier à la vérité, qu'on Hmm. pourra relier à la raison, etc. Oui, très sensiblement la nature. Est-ce que d'ailleurs tu as bien avancé? Est-ce qu'on peut passer à la correction ensemble Hmm. ou pas encore? Il manque un peu des choses. Mais du coup, Ok. il y a pas T'en de es où lien avec là? le temps. Comment? Il y a un lien avec le temps ou pas, avec le texte? Oui, il y a un lien avec le temps, pourquoi? Ok, non, c'était parce que du coup, là, il met en lien la nature et le temps pour illustrer. Oui, ben en fait c'est tout simplement dans la rubrique du temps à l'être et regarde ce qu'on avait mis par rapport à Hegel dans notre diaporama. Le temps est indissociable du développement dialectique de l'esprit. Et là, il nous dit, regarde, euh, le développement progressif de la vérité. Donc en gros, ça va vraiment sur cette pensée-là qu'on a écrit plutôt dans le diaporama. Donc il essaye de vraiment parler du temps et le fait qu'il entraîne un petit peu la ruine de l'être. Ok, Donc ici, c'est plus sur la représentation du temps comme le règne d'une destruction, etc. Bon, voilà. Finalement, que le temps est l'élément dans lequel les choses se développent jusqu'à atteindre leur pleine maturité et jusqu'à aller à la destruction. Bon, voilà. Et c'est ok. pour ça qu'il parle un petit peu de la nature, donc le fruit, la fleur, etc. Mais en fait, c'est un petit peu, c'est pas forcément pour illustrer la nature à proprement parler, mais c'est plus pour illustrer les successions et le temps qui passe. Le fruit prend la place de la fleur, etc. Pour Oui, oui. illustrer le fait que, comme les fruits, l'esprit humain mature, il s'approche de la vérité finalement. Hmm. Voilà. Donc c'est plus, la nature ici est plus une illustration du temps qu'un vrai sujet en soi. Ok. Est-ce que ça va? Oui, oui. Du coup, tu as besoin d'encore un petit peu de temps, c'est ça? Oui, juste un peu. D'accord.
C'est bon, j'ai fini. Ok. Alors, quel est le thème du texte? Du coup, le thème du texte, ce serait ben, comment est organisé le temps, la succession du temps. Ouais, voilà, c'est ça, la succession du temps, ou plutôt les effets du temps sur l'être. Oui. Mhm. Quelle est la thèse de l'auteur? On l'a déjà un petit peu évoqué avant. Moi, comme thèse, j'ai mis que le temps serait source de création ainsi que de destruction. Ouais, très bien, c'est ça. Le temps est source de création et de destruction, c'est très bien. Il y avait cet exemple du fruit, de la fleur, mais surtout c'était une illustration pour représenter la vérité et la pensée humaine. Ok, super. Est-ce que tu as déjà trouvé quelques arguments? Du coup, le fait qu'il parle de la création de la fleur Ouais. et du coup, il parle de cette création grâce au temps, ça va évoluer dans le temps, mais cette fleur va être succédée par le fruit et donc Oui, il y a une certaine forme de destruction dans cette création. oui, c'est ça. Le premier argument, c'est autour de cette fleur, de cette histoire du fruit. On pourrait l'appeler l'être et le devenir. Bon, entre autres, le fruit, c'est l'actualisation un petit peu de la fleur qui était elle-même l'actualisation du bourgeon. Donc, tout simplement, c'est un être en devenir constamment actualisé par le temps. Donc, il Mm, n'a pas qu'une façon d'être, euh, mais on peut se réaliser grâce au temps, grâce au temps et par le temps. Donc le temps, c'est pas la négation pure et simple de l'être, mais c'est un élément de sa réalisation. Et qui dit réalisation dit aussi destruction lorsqu'on touche finalement à la fin au fruit qui va tomber de l'arbre, etc., etc., ou tout simplement à la mort pour les êtres humains. Donc mm, c'est très très bien. On a un premier argument avec l'être en devenir, le fait que le temps puisse permettre à l'homme, aux choses, de grandir, de s'épanouir, etc. Puis de mourir. Ok. Ensuite, quel est le deuxième argument du texte? Moi, j'ai mis comme argument euh, le fait que ce soit. Ils ont parlé de la il a parlé de la vérité, Mhm. du vrai faux, et du coup, c'est encore en lien avec le temps, comme quoi cette évolution du temps, elle va pas que créer création, d'où il parle de la vérité ici. Le développement pro. C'est quoi le mot? Progressif de la vérité. Mhm. Oui, c'est ça, c'est tout simplement le second argument et sur la vérité, donc se reconnaître soi-même. Donc finalement, c'est un petit peu l'acte par lequel la raison reconnaît. Voilà. Hmm, ok. Bon, en tout cas, Hegel, il qualifie la philosophie de spéculative, donc l'acte de la raison, etc. Et il va un petit peu expliquer tout ça. Hmm, Ok, très très bien. Alors, donc on va un petit peu étudier ça. Pour le premier argument, être et devenir, oui, tout simplement, c'est que les moments, ben, ils ne viennent pas s'ajouter les uns aux autres du dehors, donc comme quelque chose d'étranger, mais finalement, cette création, cette destruction, ça forme la vie et même la vie de la philosophie, la vie de la vérité ici. Donc voilà, donc tout simplement qui pose l'être en dehors, l'être du devenir, voilà, etc. Il va comparer le bourgeon, du coup, à la philosophie. Bon, la philosophie d'Hegel, c'est pas une philosophie individuelle, mais c'est tout simplement, du coup, pour illustrer, la philosophie d'Hegel, c'est pas la philosophie vraiment propre et individuelle d'Hegel, mais c'est le fruit de la philosophie un petit peu réalisée, hmm, en ok. laquelle il s'actualise. Donc, il va prendre toutes les philosophies précédentes pour tirer la sienne. Et ça reprend un petit peu cette histoire de bourgeon. Donc, le bourgeon, c'est tout simplement la philosophie en général qu'il va actualiser pour donner la fleur
voir le fruit. Donc, Mm. c'est pour ça qu'il dit que le temps permet la vérité, le temps permet la dialectique, ça permet l'actualisation des façons de penser. Ok. Oui, Mm. donc c'est un concept un petit peu compliqué, mais bon, retiens juste qu'il faut retenir de ce texte, c'est que le temps permet d'actualiser sa façon de penser, permet de trouver la vérité. Ok. Bon. Donc ça explique que la philosophie, elle puisse se développer dans le temps, donc elle n'est pas d'emblée pleinement ce qu'elle est. Sans cesse, on peut la rediscuter, la retravailler et l'actualiser comme on l'a dit avant. Donc chaque philosophie est vraie dans ce qu'elle affirme, mais fausse dans un petit peu ce qu'elle nie. Mm. Voilà. Est-ce que tout ça, c'était compris? Oui. Voilà. Et finalement, dans se reconnaître soi-même dans les autres, donc la philosophie, elle consiste dans l'acte par lequel la raison reconnaît, dans l'histoire des philosophies, etc. Mm. Reconnaître tout ce qu'il y a eu d'antérieur, tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu avant nous. Mm. Voilà. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce texte? Mais néanmoins, note bien que pour la méthodologie, c'est exactement ça. On a oublié de faire la problématique. C'est le thème, la thèse de l'auteur, dégager le problème philosophique. Ici, ça aurait pu être, n'est-ce pas, actualiser progressivement ce que l'on est. Donc, ou alors le devenir temporel s'oppose-t-il à l'être? Ça aurait pu être deux problématiques. Mm. Ensuite, on dégage les arguments et on les développe les uns après les autres. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, ça va. Ça va? Bon, Oui. bah, nickel. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Révise bien bien tout ce qu'on a fait. Essaye, si possible, d'écrire un petit peu une introduction sur ce texte. Ça sera parfait, mais tu avais trouvé tous les éléments. Donc, c'est très bien. Ok.